des live Facebook, non? On fait beaucoup, ouais. Bonjour, bonjour, bonjour mes amis. À nouveau ensemble pour un live Facebook en famille, hein, avec la famille du Sommet de la Conscience. Et cette fois-ci, c'est un grand ami du Sommet de la Conscience qui est là avec nous, Arnaud Rio. Bonjour Arnaud. Bonjour Anna, bonjour à vous tous qui suivez le Sommet de la Conscience. Bonjour. Heureux de vous retrouver pour ce live en direct. Oui, attends, quelques instants pour être sûr que nous sommes en ligne et c'est là où tu peux partager le live avec ta communauté. Laissez-moi voir si nous sommes en ligne et surtout si vous nous entendez, si vous nous voyez. Pour l'instant, ah non, je ne suis pas sur le Sommet de la Conscience, je suis sur une autre page. Ok, attendez juste une seconde. Je ne te vois pas encore sur le Sommet de la Conscience, je ne vois pas Alors, encore. c'est un échange en conscience, c'est le groupe du Sommet de la Conscience. Ah. Oui, c'est bon. Il y a déjà 60 personnes qui sont en direct et ça commence à arriver, ok. C'est le groupe. Bienvenue. Oui, 70 maintenant, ok, 80. Et ça commence à arriver. Arnaud, tu vois où c'est? Non, mais... Alors, c'est le groupe Échange en conscience. Conscience. Échange en conscience. Et je nous y vois, donc je partage et Voilà. donc nous sommes aussi partagés. Voilà, ça y est. Ok, c'est bon? On peut aller? Bon. On peut aller. Donc, en plus, la communauté d'Arnaud Rio va pouvoir profiter de ce live qui suit ta conférence, Arnaud, qui s'appelait Pouvoir, gloire. Attendez, je ne l'ai pas ici. Désolée, j'ai parlé de quelque chose que je n'étais pas prête. Pouvoir, gloire, abondance, peut-on intégrer ces notions dans notre démarche spirituelle? Alors, Arnaud, oui? J'y suis. Oui, ok. Alors, ta conférence a eu beaucoup de succès comme à chaque année dans le Sommet de la Conscience. Je vois que c'est un sujet sensible, je vois que c'est un sujet qui n'a honnêtement jamais été traité comme tu l'as traité. Tu es allé vraiment profondément dans ce sujet, je te remercie. Et, comment tu vis tous ces sujets dans ta vie d'aujourd'hui? Les sujets évoqués dans le thème de la conférence. Oui, le pouvoir, la gloire, la beauté. Ces mots-là, le pouvoir et la gloire, ça fait froid dans le dos. Les gens se disent, c'est ça, c'est quelqu'un de pouvoir. Ils cherchent la gloire, ils cherchent la... Et je crois qu'on a souvent... Moi, c'est vrai que ça fait partie des thèmes qui me tiennent vraiment à cœur parce que c'est un thème clé dans la transformation de soi et dans la croissance personnelle. C'est le moment où on va arrêter de séparer le spirituel, la simplicité, la générosité spirituelle, c'est bien, l'abondance, la renommée, c'est mal. Et tant qu'on est dans une dualité comme ça, c'est qu'on est encore dans une phase très égotique qui refuse simplement d'accueillir la nature. Dans la nature, il y a des arbres qui sont resplendissants, qui sont rayonnants, qui sont magnifiques. Il y a des animaux, le paon n'est pas plus égotique que la poule, simplement il a une nature différente. Et nous, on a besoin de comprendre de ressentir quelle est notre nature pour assumer pleinement sa nature. Alors, c'est vrai que tu me demandes comment moi je vis ça. Comme je me sens vraiment un homme de mon temps en lien avec les différentes facettes de l'humanité. Donc, je suis une partie de l'année avec les chamans, surtout dans tous les pays du monde, en Mongolie, en Amazonie. Je suis vraiment très en lien avec les chamans, puis ça fait partie de ma vie. En même temps, je suis en lien avec des chefs d'entreprise, des dirigeants. Moi, je n'oppose pas, au contraire, je cherche à établir les ponts, parce que tant qu'on sera dans une division avec la spiritualité d'un côté, la matière de l'autre, on ne sera pas dans notre humanité. Et aujourd'hui, on oppose trop et donc on se coupe d'une partie de nous-mêmes. Alors moi, je l'assume complètement, de plus en plus d'ailleurs, je me sens souvent, je l'assume de plus en plus, et puis j'accompagne beaucoup d'hommes et de femmes qui soit sont complètement dans la matière, mais à qui il manque une dimension spirituelle, soit sont complètement dans l'esprit, à qui il manque une dimension matérielle. Mais l'un et l'autre vont très bien ensemble.
Alors, je profite pour dire merci Arnaud. Je profite pour vous inviter, mes chers amis. Nous sommes maintenant presque 300 personnes en ligne. 1210, mais ça monte. À nous offrir un like. À nous offrir un like, un cœur, un hihi, ou une tête pas content, ce que vous voulez, parce que ça nous aide à mieux diffuser cette live. Vous allez voir, ça va être passionnant comme à chaque fois, Arnaud Rio. Et aussi, si vous avez des questions à poser à Arnaud par rapport à sa conférence ou par rapport à n'importe quoi, c'est un échange ouvert. Hein. Je vous invite à les poser maintenant parce qu'il y a un moment, un temps de latence entre le moment que vous posez la question, que ça arrive ici, que je peux la poser. Et à la fin, je me trouve avec plein de questions passionnantes que l'intervenant, cette fois-ci, Arnaud Rio, n'a pas le temps de répondre. Après, c'est un sujet qui crée beaucoup de réactions, qui crée beaucoup de réactivité même. Hein? Qui crée beaucoup de passion. Et moi, je voudrais te remercier, Anna, de cette initiative, toi et ton équipe, parce que le sommet de la conscience, c'est pas seulement Anna Sandrea, c'est toute une équipe derrière pour monter les vidéos, pour organiser, pour les diffuser. C'est beaucoup d'intervenants qui ont répondu présent, c'est un public qui suit. Et je trouve que dans ce moment où souvent c'est morose, moi, les gens qui ont des initiatives, qui vont de l'avant et qui font ça, je les encourage. Et toi, tu fais ça depuis longtemps. Alors, et de ça, je veux vraiment t'encourager. Moi, c'est dans le temps que j'apprécie les gens. Et le sommet de la conscience, je sais que beaucoup souvent critiqué en disant mais Internet, ça va pas avec la conscience, il faut faire ça dans les monastères, etc. Tu fais partie des gens qui sont assez pionniers pour innover dans les liens entre la conscience et Internet. Et moi, je te félicite et je te remercie vraiment d'avoir organisé ça. Vraiment. Ben, merci. Et je vais profiter de parler avec toi. Ça fait 3 jours, je t'ai raconté avant l'interview, mais bon, je suis transparente, je le dis, que je reçois des mails d'une personne qui me dit combien vous gagnez, est-ce que vous devriez que tout le sommet de la conscience, ça soit transparent, vous devez afficher vos chiffres, combien vous payez aux intervenants, combien vous payez à vos employés, etc. Quantité de questions que je ne comprends pas. Pourquoi on pose ces questions au sommet de la conscience et on ne pose pas, par exemple, à d'autres entreprises. Et comment tu vois ce genre d'émission quand on touche la spiritualité, il y a comme quelque chose qui, au niveau de l'argent, qui doit être maîtrisé, je ne sais pas quoi. Je crois que c'est la question que tu évoques, c'est complètement d'actualité. Moi, je me rends compte que si je viens, puisque j'interviens dans les entreprises, dans les grandes entreprises du CAC 40, j'interviens auprès des dirigeants, des managers, et si j'évoque les thèmes de la spiritualité, de la méditation, du chamanisme, souvent on me dit oui, mais là c'est une entreprise, le but d'une entreprise c'est de gagner de l'argent. Et quand j'interviens dans les cercles spirituels, si je parle d'argent, si je parle d'abondance, j'ai choisi avec le sommet de la conscience de parler, j'ai utilisé des mots forts, d'abondance, etc. Et là, souvent on se dit oui, mais la spiritualité c'est pas gagner de l'argent. Et ça, c'est toujours qu'on est dans l'opposition. Si j'en arrive aux entreprises, le but des entreprises c'est pas de gagner de l'argent, c'est de créer de la richesse, c'est de créer de la valeur. Et l'argent, c'est un moyen pour se mettre d'accord sur un montant. Voilà, c'est ça. Et ça, dans les entreprises, beaucoup d'entreprises ont une dimension spirituelle. Moi, je prône et j'encourage les dirigeants à intégrer une dimension spirituelle dans leurs entreprises, c'est-à-dire plus de conscience, plus d'ouverture. Et de la même façon, j'encourage les thérapeutes, j'encourage aussi dans des zones de spiritualité à ne pas avoir peur de l'argent ni de la transparence. Le sommet de la conscience, si vous gagnez de l'argent, tant mieux, ça va vous permettre de plus diffuser encore. Je vois que là, ça a été traduit en espagnol. Si ça pouvait être traduit dans toutes les langues, tant mieux. Mais il faut payer des traducteurs, il faut payer. Et je crois qu'on est encore dans un monde qui oppose toujours la spiritualité. Moi, en tant que chaman, souvent on me dit, mais oui, mais un chaman ne doit pas être payé. Mais ok, mais si un chaman n'est pas payé, et d'ailleurs même les chamans sur le terrain, quand je vais dans les sociétés traditionnelles, il y a toujours un échange, et c'est sain. Mais la question, c'est pas ça. La question, c'est nous, qu'est-ce que ça nous ramène à nous? Moi, si je suis le sommet de la conscience, je sais pas qu'il y a un abonnement à payer, mais si je paye 40 ou 100 ou 200 euros et que j'en ai pour mon argent,
j'ai pas de choses à dire par rapport à ça. Quand je vais acheter, il y a aujourd'hui, si je veux acheter un sac à main, il y a des sacs à main à 10 euros, il y a des sacs à main à 2000 euros et chacun va mettre le prix qu'il vaut pour un sac à main. Il y a aujourd'hui des vidéos gratuites sur Internet, il y a des sommets élaborés avec des experts, chacun met l'argent qu'il veut. C'est important par rapport à ça de laisser tomber les vieux paradigmes qui nous font croire que dès qu'on parle d'argent, on est matérialiste et dès qu'on parle de méditation, on est spiritualiste. Non, on est des êtres humains. J'aime cette phrase qui dit on n'est pas sur la terre pour vivre une expérience spirituelle, mais pour permettre à notre âme de vivre une expérience temporelle. Et la question, c'est on est chacun avec ça et c'est une bonne méditation de se dire tiens, est-ce que je me donne si peu de valeur pour ne pas oser investir, par exemple, hein, mais il y a un vrai travail à faire avec l'argent. Moi, j'accompagne des thérapeutes toute l'année, des thérapeutes, des coachs qui ont infiniment de valeur, mais qui, dès qu'il s'agit de mettre un prix face à leur service, se sous-estiment parce qu'ils n'ont pas une bonne image d'eux ou parce qu'ils ont associé une croyance. Mais moi, si je fais venir un plombier ici, il va me dire, voilà, j'ai réparé un robinet, j'ai changé la chasse d'eau, c'est 250 €, point barre. C'est le prix de ça. Alors, pourquoi une heure de thérapie? Pourquoi un conseil? Ça serait différent sous prétexte qu'on fait. Voilà, et ça fait partie de l'ancien monde pour moi. On a besoin de remettre un peu. Voilà, on a besoin. Alors, bien sûr, je lis en même temps un commentaire. Le milieu de la spiritualité est souvent entaché de grosses plateformes, voyances, etc. Bien sûr, il y a des gens qui sont pas honnêtes, mais il y a des gens qui sont pas honnêtes aussi dans des vendeurs de voitures, dans des vendeurs de médicaments, dans des vendeurs de. C'est pas le fait d'associer l'argent et la spiritualité qui est malhonnête. C'est notre intention. Voilà. Mais ça, il y en a, si on vend des chaussures, on peut aussi être malhonnête, et si on vend, donc je vois pas pourquoi ça serait différent. Voilà. C'est ça que je tenais à dire en introduction. Oui, et justement, tu parles de nouveaux paradigmes. Justement, hier, parce qu'on reçoit des milliers de mails par jour et j'essaie de lire certains pour voir la température des choses. Il y a quelqu'un qui me dit, bon, écoutez, vous êtes dans la vieux paradigme, parce que dans le vieux paradigme, parce on va parler de ça, il y a un nouveau paradigme qui est en train de remonter. Dans le vieux paradigme, il y avait l'argent. Et dans le nouveau paradigme, il ne va pas avoir l'argent. Vous êtes dans l'ancien paradigme. Pourquoi vous continuez si on veut plus perpétuer ce système? Là, je trouvais ça intéressant. C'est une belle croyance. Il y a tout un mouvement. Je crois que dans l'ancien paradigme, plutôt, on est conscient que ce nouveau monde, cet ancien monde s'effondre parce qu'il s'appuie sur la spéculation, parce qu'il s'appuie sur les inégalités, parce qu'il s'appuie sur le mensonge et le manque de transparence, parce qu'il s'appuie sur des investissements à outrance. Quand je vois que voilà, donc ça c'est effectivement un ancien monde qui s'effondre. Et il y a un nouveau monde qui naît, qui s'appuie sur plus d'égalité, sur plus de transparence, etc. Mais on est pour l'instant, si on a un peu les pieds sur terre, on peut avoir la tête dans les étoiles et garder les pieds sur terre. Aujourd'hui, si on veut, par exemple, faire diffuser ici sur Internet et qu'on veut acheter un ordinateur, alors bien sûr, on peut aller le troquer contre des heures et moi-même, j'encourage ces modes mais moi, je suis toujours pour une voie du milieu, pour une voie de transition. Pour l'instant, l'argent fait partie et il n'y a aucune raison de s'en passer. Et on peut par contre avoir une relation saine. Ce qui est très intéressant, c'est ce que l'argent dit de nous. L'argent parle de nous en permanence. Et tant on peut enlever les billets, mais si on enlève les billets et qu'on ne change pas sa relation à l'argent, à la richesse, à l'abondance, on ne changera rien. Et ce que dit l'argent de nous, c'est souvent l'argent, c'est sale. L'argent, il faut souffrir pour le gagner. Ça, c'est des croyances. Ce sont juste des croyances qu'on a sur l'argent. L'argent, ça tombe pas du ciel. L'argent, il faut souffrir pour le gagner. Et tant qu'on ne change pas ces croyances, on ne transformera pas notre relation à la matière. On peut changer l'argent, enlever les billets, mettre des billets de Monopoly ou des cailloux ou des grains de riz. Ça sera exactement la même chose. On a besoin, nous, de transformer notre relation à la matière. Et quand on transforme la relation à la matière, on réalise, par exemple, que plus on offre, plus on reçoit, et ça, c'est une loi naturelle. Plus on a une belle image de soi, plus on
accepte de recevoir, plus on accepte de recevoir, plus on a envie d'offrir. Et c'est juste un cycle naturel, ça. Oui, tout à fait. En fait, ce que tu dis, c'est que le nouveau paradigme, c'est mettre l'argent au service de la vie. C'est ça. Mais pas forcément que l'argent disparaisse. Non, pas forcément que l'argent disparaisse. On serait bien embêté de lancer un mouvement en disant passez-vous d'argent. Comment on fait pour payer le loyer, pour payer l'électricité, pour payer, bien sûr, il y a d'autres modes alternatifs. Mais pour l'instant, qui ne sont pas. C'est pratique. Et je crois que c'est important. C'est ça. Et il y a dans la spiritualité souvent une espèce de fuite. C'est parce qu'on a du mal à s'intégrer dans la matière qu'on s'échappe vers l'esprit. Mais l'un et l'autre ne sont pas incompatibles et c'est vraiment important surtout de regarder notre regard à l'argent, notre regard, et c'est la même chose pour la visibilité, la renommée. Certains se disent, oh là là, on les voit beaucoup sur Internet. Oui, moi je suis un enseignant spirituel, mon rôle c'est de transmettre. Ben, je transmets à travers les livres que j'écris, à travers les vidéos que je fais, les chaînes YouTube, les interviews. C'est ma nature de transmettre. C'est pas la nature de chacun, mais si c'est votre nature, je crois il y a quand je médite sur l'ego, qu'est-ce que c'est l'ego? L'ego, c'est la partie de nous qui refuse sa nature. Et le tout, c'est de savoir quelle est notre nature. Si on a une nature à rayonner, eh ben rayonnons. Si on a une nature à rentrer à l'intérieur de soi, rentrons à l'intérieur de nous, mais écoutons la nature. Moi, j'ai beaucoup de projets, par exemple. Voilà, si je gagne de l'argent, ça me permet de tourner un film sur les chamans, ça me permet de créer une association pour aller aider les chamans ici et là, ça me permet de faire vivre un lieu, d'avoir des salariés, d'avoir une équipe, et c'est sans fin. Mais je crois qu'on a tellement de vieux paradigmes sur l'argent, de vieilles croyances sur nous, que c'est important dans un premier temps de regarder, et ça c'est un vrai travail spirituel, de regarder quels sont mes freins, quelle est ma relation à l'argent. Et à partir de là, on est libre. Et je vais te dire, c'est souvent un lien de la perception de sa propre valeur. Bien sûr. Perception de sa propre valeur et aussi de certains paradigmes, justement. Je me rappelle un travail que j'ai fait, tu connais Christian Junod? Bien sûr, bien sûr. Et moi, je sais qu'au début, le sommet de la conscience, je souffrais beaucoup parce que, qu'on me disait que j'étais mercantiliste, je sais pas quoi, ou je souffrais, c'était pour moi une vraie souffrance. Et un jour, Christian, qui fait tout un travail avec des phrases, m'a proposé de dire, je suis une fan d'affaires et c'est OK. Et pour moi, c'était horrible. J'ai pleuré au début. Ouais. Et je me raconte que si je n'étais pas une fan d'affaires, le sommet de la conscience ne serait pas aujourd'hui ce que c'est. Donc, c'est très important. Moi, je travaille beaucoup avec ça. J'ai une formation pour les thérapeutes, pour les coachs. Je travaille beaucoup sur accepter toutes les facettes de soi-même. Moi, je suis un homme d'affaires. J'ai pas peur de le dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je sais faire des affaires. Ça veut pas dire voilà. Donc, je sais monter des structures. J'ai créé plusieurs entreprises. Je fais vivre une équipe. J'ai des salariés. J'investis. Et ça n'a rien de négatif. Mais c'est pas le fait de faire des affaires qui est négatif. C'est le fait d'avoir c'est toutes les connotations qu'on met là-dessus. Quelqu'un qui gagne de l'argent, il est obligatoirement malhonnête. Mais il y a autant de gens malhonnêtes pauvres que de gens malhonnêtes riches. Il y a autant de plombiers, chez les cordonniers, chez les réparateurs de serrures, chez chacun, quoi. C'est pourquoi on serait, sous prétexte qu'on est, non, je crois qu'un peu d'humilité, de se dire, on fait, sinon c'est encore c'est encore une forme d'ego de se dire, moi je suis thérapeute, donc je suis au-dessus des autres, j'ai pas besoin de gagner de l'argent. Non, moi je mets pas le thérapeute, ni l'auteur, ni le maître spirituel au-dessus du plombier, du serrurier ou du pâtissier. Donc maintenant, si jamais son activité permet de rayonner, tant mieux. Et moi, mon activité, si je faisais pas payer des stages, je pourrais pas offrir une chaîne YouTube avec plus de 100 000 abonnés qui nous suivent, que j'offre gratuitement. Je peux faire ça alors que j'investis beaucoup. Pourquoi? Parce que je gagne de l'argent ailleurs dans les entreprises, donc ça circule. Et c'est comme quand on parle du pouvoir, j'en parle dans la conférence, et qu'on dit c'est quelqu'un de pouvoir. Quelqu'un de pouvoir, ça veut dire qu'il a le pouvoir sur lui. Et si on n'a pas le pouvoir sur nous, soit on va chercher à le prendre sur les autres, soit on va laisser les autres
prendre le pouvoir sur nous. Mais si nous, on a le pouvoir sur nous, on est vacciné dans les deux cas, on ne risque pas à nous prendre le pouvoir sur nous parce qu'on l'a déjà et on ne va pas chercher à prendre le pouvoir chez les autres. Mais il y a tellement de façons déguisées de se faire passer pour un être spirituel parce qu'on a du mal à gagner de l'argent que il y a aussi une forme de malhonnêteté. On a juste besoin d'être dans notre nature et d'assumer pleinement ce qu'on fait. Ça, c'est très français, encore une fois. Si je regarde même aux États-Unis, quelqu'un qui gagne de l'argent va l'assumer. En Inde, si on va aller voir le centre Osho en Inde, qui est un des maîtres spirituels, qui est décédé il y a quelques années, mais le centre Osho, magnifique centre avec des fontaines, des cascades magnifiques. Les centres spirituels au Japon, où il y a une abondance, c'est magnifique aussi. Ça n'a pas plus ou moins de valeur que l'ermite qui est dans sa grotte. Ça n'a pas plus ou moins de valeur. Certains sont solaires, d'autres sont lunaires. Le pan n'est pas plus égotique que le ver de terre. Voilà ce qui est dit, puisque moi, mon maître, c'est la nature, et la nature nous montre qu'il y a des rosiers qui sont rayonnants, qui colonisent voilà, de part, etc. D'autres qui sont au contraire très... Tout est différent, et le tout, c'est de trouver quelle est notre nature. Voilà. Oui, écoute, les questions commencent à arriver, c'est un sujet passionnant. Mieux, oui. Je vais te poser quelques-unes. Alors, le plus sincère des paiements n'est pas de recevoir un don généreux de la personne consultante en suggérant un minimum. J'ai pas entendu la fin de la phrase, pardon. Ah, pardon. Le plus sincère des paiements n'est pas encore de recevoir un don généreux de la personne consultante en suggérant un minimum. Oui. Mais c'est la façon dont on reçoit de l'argent et la façon dont on paye quelqu'un, par exemple, c'est intéressant. Est-ce que quand on reçoit l'argent, après une consultation, on peut regarder son patient dans les yeux? Est-ce qu'on peut recevoir des deux mains? Je me souviens de ce maître spirituel avec qui j'avais reçu un enseignement, et puis je lui donne une enveloppe à la fin, et puis sa réaction m'intéressait. Il s'est incliné, il a reçu mon enveloppe des deux mains, il l'a posée sur son cœur, et puis voilà, il l'a mis au service de son activité. Après, il en fait ce qu'il veut, ça ne me regarde plus. Moi, j'ai donné pour lui, j'ai pas donné pour savoir qu'il fasse ceci ou cela. Donc la façon dont on va recevoir va en dire beaucoup. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui dit, je ne demande pas en général de l'argent, mais je ne juge pas ceux qui prennent, car comme on s'est dit, c'est une énergie, mais si l'on ne me donne pas, je l'accepte. C'est ça, mais c'est le rapport, je crois que le rapport à l'argent va tous nous renvoyer dans notre vie. Moi, peut-être dans 10 ans, 20 ans, j'arrêterai toutes les choses sur Internet, je me mettrai dans mon ermitage et puis je prendrai plaisir à faire des soins gratuitement aux gens. Pour l'instant, mon rayonnement à moi, c'est de faire des vidéos, c'est de faire des films, d'écrire des livres, de faire vivre une équipe. Bon, pour ça, c'est faire vivre une entreprise. Aujourd'hui, oui, il y a besoin d'argent pour faire vivre une entreprise. J'aime beaucoup aussi, qui dit, enfin dans les commentaires, j'ai cru longtemps que l'argent devait être gagné durement, et là aussi c'est encore des croyances qu'on a sur l'argent. L'argent doit être gagné durement, il faut souffrir pour avoir de l'argent. Tout ça, ce ne sont que des croyances à avoir sur l'argent. Voilà, qu'on peut comprendre et transformer. Alors, comment est accueilli le chamanisme en entreprise? Moi, c'est Einstein qui dit notre intelligence, c'est notre capacité à nous adapter à l'autre. Et moi, qui ai passé, qui suis plutôt depuis 20 ans avec les chamans, le chamanisme fait partie de mon quotidien. J'ai pas besoin de me costumer pour faire du chamanisme, c'est dans mon quotidien. Donc du coup, c'est comme la méditation, je médite tous les jours, donc j'ai pas besoin de faire un truc particulier pour parler de chamanisme, de méditation. Le tout, c'est l'intelligence et notre capacité à nous adapter à l'autre. Si je vais en entreprise, je vais être attentif au vocabulaire que je vais employer. Parce que si je parle de chakra, on va me dire ah non, je suis pas spirituel. Si je parle de centre énergétique, on va me dire ok, je comprends. Donc le tout, c'est de s'adapter, de trouver les mots justes. En entreprise, c'est des hommes et des femmes qui sont comme chacun d'entre nous,
en quête de sens. Il y a une grande maladie en ce moment en entreprise qui s'appelle le brownout, qui est le manque de sens. Ça touche comment ça s'appelle? Brownout, hein, c'est la coupure, le manque de sens. Ça suit le burn-out, qui était le brûlé de l'intérieur, et maintenant c'est le brownout, qui est vraiment le manque de sens en entreprise. Et quand on manque de sens, quand on se lève le matin sans savoir pourquoi on va travailler, on est en grande souffrance. Et le chamanisme nous permet de nous relier au sens, nous permet de nous relier à la nature, nous permet de nous relier au cycle naturel, et ça, on a besoin de se relier à ça. Dans cette période de crise qu'on traverse, par exemple, on a vraiment, vraiment besoin d'être relié au sens. Donc, moi, j'utilise les mots, moi, je me considère comme un passeur, comme un pont. J'établis vraiment le lien entre la sagesse des peuples premiers et le monde moderne. Donc, oui, j'arrive effectivement à bien parler de ça ouvertement, librement. Je ne rencontre pas d'obstacles particuliers. Je suis très attentif à ce que j'utilise comme mot, mais c'est exactement comme quand je disais comment ça passe de parler de chamanisme en entreprise de la même façon que de parler d'argent dans la spiritualité. C'est pareil. Si on choisit bien les mots, c'est la même chose. Si on choisit bien les mots, on va réussir à se faire comprendre, et pour moi, j'ai aucun souci à parler de chamanisme en entreprise, et tant qu'on ne veut pas imposer un dogme, ça passe très bien pour moi. Bon, merci Arnaud. Alors, je me demande pourquoi l'abondance ne se manifeste pas encore dans ma vie. J'ai une belle perception de l'argent, j'ai des super projets qui bénéficieront plusieurs. Je médite régulièrement pour pouvoir recevoir plus d'argent. Je reconnais ma valeur, j'ai travaillé sur la perception négative, adulte, enfant. Rien n'a encore changé. Je ne sais plus quoi faire. Qu'est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible de la pauvreté? C'est intéressant parce que c'est toujours des croyances qu'on a sur nous et sur le monde. Et pour cette personne qui pose la question, des fois ça peut être un peu plus difficile quand on a déjà fait tout un travail sur soi, qui peuvent soit nous amener à renforcer une croyance. Finalement, peut-être que mon chemin c'est la pauvreté. Ou alors, au contraire, se dire non, je vais encore mieux comprendre parce que je vais devenir une experte de l'argent et je vais comprendre comment c'est. Mais pour moi, l'abondance et la richesse, pour que ça soit fluide, ça demande vraiment d'avoir un vrai travail décomplexé par rapport à ça. Donc, il y a plein de choses, il y a plein de pistes que peut-être vous avez déjà, mais moi, j'encourage quand c'est comme ça, par exemple, à nommer tout ce qu'on a reçu dans la vie, tout ce qu'on a reçu. En numéraire, en cadeau, en présence, en contact, tout ce qu'on a reçu. Ça, on peut vraiment lister tout ce qu'on a reçu. Puis après, regardez aussi tout ce qu'on a offert. Des cadeaux, du temps, de la présence, de l'attention, de l'expertise. Et plus on prend conscience de ça, plus on nourrit notre valeur. Et à ce moment-là, moi je fais ça avec les thérapeutes, par exemple, de regarder combien vous avez investi dans votre art en tant que thérapeute, toutes les formations que vous avez investies, tous les livres que vous avez lus, les années de retraite, de méditation, etc., et de pouvoir chiffrer ça, pour avoir une idée, que ça soit un peu dans la matière. Moi, quand je regarde ce que j'ai mis bout à bout de séminaires, de stages que j'ai investis, je me rends compte que oui, c'est des sommes colossales. Et il y a toujours un équilibre entre ce qu'on investit et ce qu'on reçoit. On peut pas expirer plus qu'on inspire, on peut pas inspirer plus qu'on expire. Donc, plus on va être conscient, parce que beaucoup ont l'impression de donner beaucoup et de peu recevoir. D'autres ont au contraire l'inverse, l'impression de recevoir énormément mais de rien donner. Et pour moi, c'est bien d'avoir du discernement et de poser objectivement tout ce qu'on a reçu, et de poser objectivement, mais on n'a pas toujours conscience de tout ce qu'on a reçu et tout ce qu'on a offert. Et on se rend compte, quand on fait ça, on réalise qu'en fait, c'est obligatoirement en équilibre. C'est toujours en équilibre. Et c'est ce qui fait que si on veut recevoir, oui, il faut investir. Plus on investit, là, je fais des travaux ici dans ce moulin qui accueille des groupes, et c'est vrai que quand je fais une salle de bain, je peux prendre le tiroir le moins cher ou le robinet le moins cher, et puis je peux dire que ça va. Là, j'ai investi dans des salles de bain qui, je sais qu'elles me succéderont, oui, Survivront.
elles me survivront, voilà, parce que obligatoirement, voilà, le moulin, les travaux que j'ai faits, ils seront encore là dans 50 ans, dans 100 ans, j'espère. Et on investit beaucoup et on reçoit beaucoup. C'est juste un équilibre. Tout à fait. Alors, et aussi, cette personne peut venir à mon stage, je profite pour me faire une petite publicité, guérir sa relation à l'argent. Souvent, ça vient d'une blessure. Hein. C'est ça que les gens... C'est toujours une blessure où, alors, soit certains ont effectivement il y a l'impact qu'ont eu nos parents. Est-ce que nos parents ont gagné de l'argent facilement? Et ça, c'est une vraie relation. Est-ce que nos parents gagnaient de l'argent facilement? Est-ce qu'ils étaient transparents? Est-ce qu'ils avaient l'impression de dépenser plus qu'ils ne gagnaient? Et nous, comment on est avec l'argent? Est-ce qu'on est transparent? Est-ce qu'on est transparent? Est-ce qu'on peut, comment dire, voilà, est-ce qu'on est transparent? Est-ce qu'on a l'impression de gagner plus qu'on reçoit? Est-ce qu'on, c'est important d'avoir cette introspection pour savoir exactement quel est notre rapport à l'argent. Et on peut le noter, par exemple, noter toutes les expressions qu'on a autour de l'argent. L'argent, c'est sale. L'argent, ça tombe pas des arbres, ça pousse pas sous le sabot d'un cheval. L'argent, c'est la corruption. Enfin, toutes les représentations conscientes ou inconscientes. Comment étaient nos parents? Est-ce que nous, on est toujours à découvert? Est-ce qu'on fait nos comptes toujours au centime près ou est-ce qu'on veut surtout pas savoir? Tout ça, ça nous en dit beaucoup. Et tu vois, si on avait fait un séminaire cet après-midi sur la sexualité, j'aurais dit sensiblement la même chose. C'est-à-dire que comme c'est une énergie qui circule, est-ce que je réprime cette énergie? Est-ce que j'ai l'impression de donner plus que je reçois? Est-ce que je bloque? Est-ce que je suis transparent? Est-ce que je suis flou? C'est la même chose, c'est une énergie qui circule. Tout à fait. Merci Arnaud. Il y a tellement d'abus sur les sommes réclamés par certains thérapeutes. Oui, mais c'est bien sûr qu'il y a des abus chez certains thérapeutes. Encore une fois, il y a des lunettes aujourd'hui. Un téléphone, on trouve des téléphones portables à 50 €. Et puis un iPhone, ça coûte peut-être plus de 1000 €. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un abus ici aussi? Est-ce qu'il n'y a pas un abus à vendre des paires de lunettes à 1500 € dans certaines marques? Il y a des abus chez tout, mais je crois que la malhonnêteté de certains thérapeutes ou autres n'a d'égal que la cupidité de certains patients. C'est à nous de développer le discernement. Quand on va acheter une machine à laver, on va être attentif, on va regarder la marque, on va regarder la fiche technique, on va l'essayer peut-être, on va comparer, on va demander des conseils. Pour les thérapeutes, c'est pareil, faites la même chose. Regardez, renseignez-vous, ne confiez pas votre esprit avec plus de facilité que vous ne le faites pour réparer un ordinateur ou pour acheter une machine à laver. Tout à fait. Attends, j'ai perdu la question que je voulais te poser. Alors, bon, je me rappelle plus, je cherche une autre. Tu as vu que je vois qu'il y a beaucoup de questions sur le chamanisme là qui passent. Enfin, est-ce qu'on est chaman de naissance sans avoir reçu l'enseignement d'un chaman? Qu'est-ce qui peut nous amener vers le chamanisme? Je vois beaucoup de questions aussi par rapport à ça. Ouais, il y a beaucoup de questions. Ouais. Alors, tu veux toucher un mot sur les chamans? On peut. Anna, elle est plongée dans les questions et dans les réponses. Eh ben, alors, je vais te poser une question de moi. Ok, nous sommes en train de vivre une actualité super forte qui est très intéressante, je trouve. Et qu'en même temps, j'ai l'impression que ça nous amène à un nouveau paradigme, comme on disait tout à l'heure, comme un nouveau monde qui est en train d'émerger. Déjà, quel est ton ressenti par rapport à tout ça? Comment tu vis tout ça?
Ça fait plusieurs mois, plusieurs années que tous les maîtres spirituels, que tous les enseignants annoncent ou disent qu'on est dans une période, de changement, qu'il y a un ancien monde qui s'effondre et un nouveau monde qui naît. On le dit depuis longtemps, et là, ce qui se passe, c'est qu'on le vit en étant dans un pic. Ce que nous montre cette période, c'est que on est tous connectés les uns les autres. Ça, c'est indispensable. Et par rapport à l'épidémie, c'est comme si elle secouait le cocotier, qu'elle réussissait en un mois de temps à obtenir ce que nous n'arrivons pas à obtenir depuis des années. On a réussi à faire baisser le CO2 de 7%, on a réussi à ce que la Méditerranée soit un peu moins polluée, à ce que les rivières soient moins polluées, à ce que l'air de Paris soit moins pollué. C'est ce sur quoi travaillent les gouvernements depuis 10 ans sans pouvoir avoir d'amélioration. Et là, simplement, avec un virus, on a cette transformation qui a lieu parce qu'il y a une vraie... On est un peu secoué. On sait très bien que si nous, on ne change rien dans la douceur, on va avoir un changement qui risque à être un peu plus brutal à ce moment-là. Et là, c'est ce qui nous arrive. On est obligé d'avoir une vraie prise de conscience. Donc, la crise sanitaire est une crise. On va avoir une crise politique vraisemblablement derrière ça. On va avoir une crise politique, une crise sociale, une crise qui nous amène aussi à regarder différemment. Peut-être ça, le vœu que je fais, c'est que à la suite de ce confinement, peut-être on change un peu nos modes de consommation. On voit là que ça y est, on consomme quasiment 100% français au niveau des fruits et légumes. On a stoppé les exportations, donc ça, les importations. Donc ça, c'est vraiment très très positif. On a arrêté en Chine la consommation et le trafic de tous les animaux sauvages. Ça fait des années que tous les associations de défense animalière se défendaient ça, n'arrivaient pas, et d'un seul coup, le virus a obtenu beaucoup. Donc, je crois que la nature reprend ses droits. Ce n'est ni positif ni négatif. C'est ainsi. Les virus, on ne peut pas lutter contre. On peut vivre avec. Des virus, il y en a partout dans la nature depuis la nuit des temps. Ils sont aussi responsables des écosystèmes. Voilà. Et donc, on apprend à vivre avec. Et ce qui nous apprend à vivre avec, c'est qu'on ne pourra être soigné que tous ensemble, parce que tant qu'un foyer est soigné, mais pas un autre, on ne sera pas totalement guéri. Donc là, on est obligé d'avoir à la fois une approche, une conscience globale et un acte local. C'était le titre du film de Colin Serrault, Think global et acte local. Ben là, on est en plein dedans. Donc c'est par rapport à ça, ouais, c'est plutôt positif, quoi. Tout à fait. Une question qui revient aussi beaucoup par rapport au chaman. Est-ce qu'on est chaman de naissance? Je voulais dire quelques mots par rapport à ça. Comment développer le chamanisme? On en parle beaucoup. Puis moi, si j'ai écrit un livre qui s'appelle Réveiller le chaman qui est en vous, c'est que j'encourage chacun, là aussi, non pas à se dire je suis chaman, parce que ça veut, pour moi, dans notre société, entendez-moi bien, dans notre société moderne, ça ne veut pas dire la même chose que dans les sociétés autochtones ou dans certains pays où le chamanisme est complètement intégré. Je pense à la Mongolie, par exemple, où être chaman, c'est vraiment, quand on est reconnu le chaman, ça ne veut pas dire qu'on a un titre, ça veut dire que c'est le point de départ d'une vocation particulière. Et à partir de là, il y a une dizaine d'années d'études, de travail intensif pour incarner vraiment ça au quotidien. Donc, est-ce qu'on est chaman? Je crois que oui, il y a une appétence, enfin quelque chose au niveau de l'âme qui fait qu'on est vraiment chaman, ça c'est certain. Mais je pourrais dire la même chose de musicien ou d'orateur ou de peintre. Moi, j'ai aucun talent, par exemple, particulier pour la peinture. Je suis incapable, mais j'ai deux sœurs qui peignent magnifiquement, qui savent peindre des chats, des chiens. C'est très, très beau. Moi, j'ai absolument pas ce talent-là. Et donc, certains vont avoir une appétence particulière, mais cette appétence va se travailler. Donc, oui, si on peut naître chaman, ça veut dire qu'on va commencer un travail d'une dizaine d'années pour vraiment apprendre à le devenir au quotidien, concrètement, pour l'incarner. Et si j'ai appelé mon livre Réveiller le chaman qui est en vous, c'est pour développer ses qualités, sans se dire je suis chaman, mais développer ses qualités pour développer son intuition, développer son travail avec les rêves, développer la façon de se protéger, développer son immunité, développer toutes ces qualités-là.
Merci Arnaud. Ah, en fait, je me rappelle de la question que je voulais te poser, que j'avais perdue, c'était quelles sont les limites entre la spiritualité et l'argent? Les limites, il n'y a pas de limites. Pourquoi mettre des limites? Bon, c'était la question justement. Non, pourquoi mettre des limites? Il y a pas de limite. Si je regarde, il y a pas de limite. Il y a une relation que nous allons avoir. Mais est-ce que et cette question la sobriété, par exemple, si je prends au sein de l'Église, c'est une question qui a beaucoup marqué, intéressé les papes, qui se disaient entre la pauvreté famélique de certains ordres monastiques et le luxe exagéré des prélats à Rome et ailleurs, il y a quelque chose à trouver. Pour nous, c'est pareil, on a un équilibre à trouver, mais rien ne dit que plus on gagne d'argent, moins on est spirituel. Ça, c'est une croyance qu'on a besoin. Amma, qui est peut-être l'une des sages, en tout cas dans mon cœur, l'une des sages contemporaines qui est la plus influente. Bon, bah, à ma production, c'est des milliards d'euros chaque année, mais c'est de l'argent qui est investi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut dire? Bah non, elle n'est pas spirituelle parce qu'elle gagne de l'argent. Non, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, au contraire, il n'y a que les limites de notre esprit. Donc, par exemple, pour toi, on peut s'enrichir avec la spiritualité. C'est pas la spiritualité qui nous enrichit, c'est la relation qu'on va avoir de notre sentiment de richesse. Mais on peut s'enrichir de mille façons. On peut s'enrichir en allant marcher en forêt, on peut s'enrichir en méditant, et on peut s'enrichir en gagnant de l'argent. C'est absolument pas contradictoire. C'est juste on s'enrichit. Et si on s'enrichit, est-ce que c'est s'enrichir pour se fermer encore plus? Ou est-ce que c'est s'enrichir pour offrir et investir davantage? Et moi, je connais il y a autant d'êtres qui s'annoncent spirituels, qui vont, comment dire, capitaliser leurs enseignements et puis le distiller au compte-gouttes, par exemple, qui ont une même avarice d'un échange spirituel. C'est une circulation. On est amené à circuler, et est-ce qu'on respire profondément? Est-ce qu'on inspire profondément? Est-ce qu'on expire profondément? Est-ce qu'on permet à l'énergie de circuler à travers nous? Mais par exemple, je ne sais pas, le Cartollet, Neil Donald Walsh, etc., c'est des gens qui ont fait beaucoup d'argent avec ces livres, et ça n'enlève rien. Bien sûr. Par exemple, le Cartollet, je crois que c'est quelqu'un qui vit vraiment son spiritualité profondément. Bien sûr, mais il y a tellement tellement d'auteurs spirituels qui a vraiment, il y a juste aucun lien entre le titre du livre, puisqu'on le demande, ça s'appelle Réveiller le chaman qui est en vous. Je répondais à la question. Il n'y a absolument aucun lien entre l'argent qu'on gagne et notre niveau de spiritualité, ni dans un sens, ni dans l'autre. Merci pour clarifier ça. Alors, il y a quelqu'un qui disait que, voilà, que ça devrait être un don qu'on donne à la personne, mais que si on ne veut rien donner, on ne donne rien. Est-ce que tu es d'accord avec ce genre de pratique? Moi, c'est pas à moi de dire comment les gens doivent gagner leur argent. Chacun fait ce qu'il veut. Il y a des thérapeutes qui veulent être en libre participation, c'est possible, c'est ok. D'autres qui ont un tarif, c'est pas le fait de changer, c'est juste nous être bien avec notre façon de faire. Ça, c'est vraiment important. Mais on peut, moi j'ai suivi beaucoup de formations et j'ai proposé des formations aussi en libre participation. J'en propose d'autres à prix fixe. C'est vraiment à chaque thérapeute de trouver sa façon de fonctionnement. D'accord. Mais en même temps, mais là où je trouve que c'est intéressant, c'est que tu peux aller dans une ou dans une autre, etc. Le problème, c'est quand je ne peux pas demander un prix, sinon laisse les gens me donner ce qu'ils veulent. Je pense que après, je ne critique pas ce genre de pratiques, mais pourquoi de où ça vient? C'est la question que je me pose. Ah, c'est ça. Pourquoi ça serait juste ça quand je vais acheter un livre à la librairie? On me dit pas donnez ce que vous voulez. On me dit c'est 24,90 €. Et puis c'est tout. Même si c'est un livre spirituel. Pourquoi un livre spirituel, on devrait donner moins que… Ben non, si on achète un livre, si vous allez acheter le Réveiller le chaman qui est en vous, je crois qu'il vaut 16,90 €.
allez négocier avec votre libraire. Il va vous dire, bah non, c'est 16,90 € parce qu'il faut payer le papier, il faut payer l'encre, il faut payer etc. Enfin, chacun c'est exactement pareil. Bah, quand on reçoit, moi, quand je fais un stage, il faut payer le lieu, il faut payer l'équipe, il faut payer, c'est juste naturel. Enfin, je comprends pas pourquoi ça serait comme ça avec tant qu'on est là-dedans, ça veut dire qu'on est dans une forme de rupture avec soi-même. On est dans une rupture parce que c'est spirituel, ça peut pas être matériel. Non, c'est notre esprit qui est séparé. Et quand on accueille les deux en nous, à ce moment-là, ça se détend et on est très souple avec l'argent. Tout à fait, merci. Alors Arnaud, on va vers la fin de cette interview. Merci pour ce magnifique moment que nous sommes en train de passer avec toi. Il y a plein de merci, de wow, c'est magnifique, etc. Mais je vais te poser une question un petit peu personnelle. Comment est-ce que tu es optimiste? Comment tu te projettes dans tous ces changements qui sont en train de nous arriver? Moi, je suis très optimiste parce que c'est ma nature et parce que je travaille tous les jours pour maintenir éveillé cet optimisme. Si je lâche, tu sais, je prends juste ça. Si je prends, voilà, si je prends ça comme ça et que je le lâche, naturellement, il va tomber parce que ça lui demande, voilà, c'est sa nature. Un enfant qui arrive au monde, il va devoir faire un effort pour se maintenir droit. Et un homme, un être humain, pour se tenir droit, il va avoir besoin de se tenir droit en faisant un effort pour que sa colonne vertébrale est droite. Et moi, je fais un effort quotidien pour maintenir ma colonne vertébrale droite, pour regarder de l'avant. Si je me laisse aller, je vais faire comme le foulard, je vais m'effondrer. Donc c'est une discipline quotidienne, c'est une discipline martiale. L'optimisme n'est pas plus ou moins réaliste que le pessimisme. C'est juste une vue de l'esprit. Et on peut décider de se concentrer sur ce qui va bien dans le monde ou sur ce qui va mal. Moi, ce que j'ai compris, c'est que on attirait à nous ce qu'on vibrait. Et donc, plus on était optimiste, plus on attirait des situations favorables, plus on était pessimiste, plus on attirait des situations négatives. Et comme j'ai vu que le pessimisme n'amenait nulle part, à ce moment-là, oui, je choisis d'être optimiste. Et c'est ce qui va faire peut-être la différence pour moi entre, on pourrait dire, l'espoir et l'espérance, par exemple. L'espoir, c'est se dire, j'ai espoir que le confinement dure encore 4 semaines et qu'après tout aille bien. L'espérance, c'est se dire, peut-être le confinement va durer 6 mois, peut-être 1 an, et c'est OK. J'ai confiance que ce qui sortira du chapeau, ça sera juste, parce que dans la nature, tout est juste. Quand on regarde la nature, tout est juste. Des fois, il y a une tempête, des fois, il y a une cyclone, il y a une tornade, des fois, il y a des grands animaux qui mangent des petits. C'est juste le cycle de la nature et nous sommes, nous, dans cette nature. Et la vie nous invite à reprendre notre place dans la nature. Donc moi, je fais confiance que tout ce qui arrive, que tout ce qui m'arrive est juste. J'ai eu une année passée qui a été une année assez confrontante, ça a été une année avec beaucoup d'obstacles, etc. Mais chacun de ces obstacles m'a permis de développer une qualité. Donc, voilà, tout ce qui m'est arrivé est juste et là pour l'avenir c'est pareil. Maintenant j'ai travaillé aussi mes croyances sur le fait que j'ai plus besoin d'obstacles pour développer des qualités parce que je crois aussi que j'avais des croyances comme ça de me dire tiens j'ai besoin de ces croyances-là. Non, maintenant je développe les croyances sur le fait que je peux être simplement heureux, qu'il n'y a pas de quelles que soient les circonstances extérieures. J'étais dernièrement en Inde. Et je rencontre une vieille femme qui vendait des petits bijoux sur un tapis. Et puis elle souriait à chaque fois que je la voyais, elle avait un grand sourire. Et je lui disais, mais c'est quoi le secret pourquoi tu es si joyeuse comme ça? Et elle me dit, ça repose sur 3 choses. La première, c'est que je n'ai rien, il n'y a rien qui m'appartient. Donc, vous, souvent, les Français, vous passez, vous avez peur de perdre votre argent, vous avez peur de perdre votre sac, votre appareil photo, les clés de voiture. Dis-moi, j'ai rien, donc je risque rien de perdre. La deuxième chose, c'est que dès que j'ai quelque chose, je le partage instantanément. Comme ça, c'est multiplié, parce que plus on partage, plus ça se développe. Et la troisième chose, c'est que je ris tous les jours, même sans raison. Et ça a été pour moi comme un déclic depuis 25 ans, 30 ans que j'anime des groupes, que j'accompagne des hommes et des femmes. J'ai pu voir que
ce qui nous blessait, c'était jamais les événements. C'est ce que nous, on décidait de faire des événements, c'est la charge émotionnelle qu'on fait des événements. Le confinement, même si c'était dans 20 mètres carrés, certains vont le vivre comme un emprisonnement et vont se taper la tête contre les murs, d'autres vont le vivre comme une retraite spirituelle. Pourquoi? Parce qu'on a un regard différent sur l'événement, comme on a un regard différent sur les blessures fondamentales qui sont le rejet, l'abandon, la trahison. Il m'a pas invité au restaurant, il avait juré qu'il le faisait. L'un va le vivre comme une trahison, l'autre va le vivre en disant bah tant pis, c'est son choix. Donc nous, on n'a pas toujours d'emprise sur les événements eux-mêmes. Par contre, on a toujours une emprise sur la façon dont nous on va vivre nos événements. Et c'est ça la croissance personnelle, c'est de regarder à l'intérieur de soi, dans son fonctionnement, tous les fonctionnements qui nous font perdre de l'énergie, perdre de l'espoir et perdre de la confiance. Et quand on transforme ça, à ce moment-là, oui, on est positif et confiant tous les jours, quelles que soient les circonstances extérieures. Merci, mon cher Arnaud. Quel magnifique moment je suis en train de passer avec toi. Merci, merci. Et je vous invite à partager cette conférence, cette interview. Je trouve que, voilà, il y a tellement de valeurs dans tes mots que j'aimerais que beaucoup, des milliers, des millions de personnes puissent entendre ce que tu dis. Et comment le faire? Bah, partagez-le. Aidez-nous à répandre la, la parole sage d'Arnaud Rio. Merci beaucoup, Arnaud. Et je vous rappelle que la conférence d'Arnaud Rio, alors je ne me rappelle plus du nom, c'est Pouvoir, gloire, abondance, peut-on intégrer ces notions dans notre démarche spirituelle, et n'est plus disponible, mais vous pouvez la retrouver dans le pack des conférences du sommet de la conscience. Merci beaucoup, Arnaud. Et ne bougez pas parce qu'il y a déjà, ils sont là, Mathieu Lavonne et Olivier Claire qui vont aussi avoir un échange en conscience avec nous. Merci à toi, Anna. Merci à chacun de suivre ce sommet. Belle soirée à vous. Partagez, rappelez-vous.